Voilà. Alors, deuxième, autre idée reçue, la France est un pays inégalitaire, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors, d'abord parce qu'il existe, et on le sait beaucoup moins, et on le sait assez, enfin, on le sait, on commence à le savoir, mais assez bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a de fortes inégalités d'espérance de vie. D'accord? Au moment des retraites, j'attire votre attention, au moment des retraites, on a commencé à en parler. On dit, regardez, il y a 7 ans d'écart entre l'espérance de vie d'un cadre et d'un ouvrier. D'accord? Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on l'a dit non pas pour le combattre, on l'a dit pour en prendre, on l'a mentionné pour le prendre en compte dans le calcul de la durée de cotisation. Comme si c'était une fatalité. Or, il n'est pas vrai que c'est une fatalité. Parce qu'il y a des pays scandinaves, notamment, qui ont mis en place des politiques publiques volontaristes qui ont permis d'obtenir des résultats substantiels en matière de réduction des inégalités sociales de santé. Donc, nous, en France, on considère que c'est un destin, un fatum, que d'avoir de fortes... Pardon? C'est un acquis du système. Ouais, ça lui rapporte. Ouais. Il faut que les gens meurent jeunes. Alors ça, c'est encore plus génique que moi. Non, je pense que... c'est démontré. Et puis surtout, il y a quelque chose que j'aimerais vous faire passer comme idée ici, c'est que la santé, c'est pas la médecine. D'accord? C'est-à-dire qu'en France, dès qu'on parle santé, on pense accès aux soins. Bon. Or, je le rappelle, sur 80% des gains d'espérance de vie au cours du XXe siècle ne sont pas dus à la médecine, mais sont dus au mouvement de ce qu'on appelle l'hygiène publique, ce qu'on appelle le mouvement hygiéniste, l'assainissement des rues, de l'eau, l'amélioration du logement, etc. C'est-à-dire que les déterminants non médicaux de la santé expliquent l'essentiel des gains d'espérance de vie. Ça veut dire aussi que si ça se dégrade en matière de conditions de vie, de travail, de logement, ça se dégradera inévitablement en matière de santé, même si vous mettez des dizaines de milliards d'euros supplémentaires dans le système de soins. Autrement dit, autant verser de l'argent par la fenêtre. Ouais. Bon, alors, il y a un graphique qui représente bien ça, c'est que, on peut objectiver ça, si vous voulez, c'est que l'état de santé, si vous voulez, il est au carrefour de plusieurs déterminants, d'accord? Des déterminants qui sont proprement des déterminants médicaux, l'accès aux soins, si vous voulez, mais à côté, il y a tout ce qui est le contexte économique, social, l'environnement, physique, culture, éducation, surtout l'éducation, dont on sait que c'est un des principaux déterminants de la santé. C'est-à-dire, plus vous êtes éduqué, plus vous avez de chances de vivre vieux et d'être en meilleure santé, d'accord? Bon, eh bien, la santé, en quelque sorte, c'est la conjonction à la fois des soins médicaux, curatifs, et d'un contexte global, d'accord? Donc, la France, elle a tendance à se focaliser sur la partie gauche du schéma, et pas assez sur la partie droite. Alors, on sait que, enfin, il y en a 4, vous voyez, je n'ai pas compté, 4 facteurs d'inégalité face à la maladie et à la mort. Les conditions matérielles de vie, c'est clair. Les comportements à risque. Alors ça, on va le voir, on y insiste beaucoup sur les comportements à risque. Alors vous voyez, le tabac, l'alcool, l'obésité. Mais on sait que les conséquences sont différentes selon les groupes sociaux. Alors par exemple, on va voir sur les campagnes d'éducation, vous voyez, par exemple, on fait des campagnes d'éducation pour sensibiliser aux effets du tabac sur les cancers des voies aérodigestives supérieures. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que si vous faites de la prévention comme ça, c'est-à-dire vous faites des campagnes d'information, vous prêchez les convertis. C'est-à-dire qu'en gros, qui va arrêter de fumer? Les classes moyennes et supérieures. Qui ne va pas arrêter? Les classes populaires. Ce qui fait qu'en fait, ces campagnes d'éducation augmentent les inégalités plutôt qu'elles ne les réduisent. Donc il faut faire attention à ça. Des déterminants psychosociaux, je n'aurai pas le temps de développer, et puis des différences dans la consommation de soins, mais moins qu'on peut le penser. Or, constat, en France, il y a de fortes inégalités face à la santé et à la mort, face à la maladie et à la mort plutôt, et qu'en plus ces inégalités sont redoublées par des différences d'incapacité, c'est-à-dire que non seulement les ouvriers ont une vie plus courte, mais au sein de cette vie plus courte, passent plus de temps en mauvaise santé, c'est-à-dire qu'ils sont pénalisés 2 fois. Ils vivent moins longtemps et la qualité de leur vie est moins bonne. Bon. Ces inégalités sont liées évidemment à la hiérarchie sociale. Alors il y a eu des travaux de santé publique passionnants qui montrent que dans une entreprise, une étude de santé publique d'épidémiologie en Grande-Bretagne qui a montré que l'espérance de vie suivait exactement la position hiérarchique dans l'entreprise. C'est-à-dire que plus vous montez dans la hiérarchie, plus l'espérance de vie augmente. Et c'est vrai à tous les niveaux. Bon, ce qu'on appelle le gradient social de santé. D'accord ? Bon. Et alors, ce qui est beaucoup plus préoccupant, mais qu'on peut indexer sur les transformations économiques et sociales, recrudescence des inégalités, des difficultés à se loger, de la précarité, etc., eh bien, ces inégalités ont tendance à augmenter en France. Donc, ce n'est pas la réduction, c'est l'augmentation. Et la France est le pays, avec la Finlande, d'Europe, où les inégalités sont les plus fortes. Alors, quelques leçons
sur 10 minutes, d'accord. Quelques leçons quand même majeures. D'abord, première chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que plus une société est injuste sur le plan socio-économique, plus ses indicateurs de santé sont mauvais. A l'inverse, plus la société est juste, plus elle est égalitaire, meilleurs sont ses indicateurs. C'est la raison pour laquelle les pays scandinaves caracolent en tête. D'accord? Donc tout choix de politique publique qui aurait pour effet d'accroître les inégalités socio-économiques aura forcément des répercussions sur l'état de santé. C'est-à-dire que l'état de santé, pour le coup, on peut le prendre au sens propre du terme, c'est l'état de santé d'une société. Ou, pour le dire, son degré de civilisation. D'accord? Bon. Alors, ce qui m'inquiète aussi dans les débats, c'est que dès qu'on parle de santé publique, et c'est là où ça devient bizarre, c'est que, spontanément, on parle moins des environnements sociaux, et on incrimine les comportements à risque. C'est-à-dire, en gros, de plus en plus, et c'est un des biais de l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse beaucoup aux facteurs individuels de risque. Donc, les comportements à risque, donc le tabac, l'alcool, etc. Ou alors la culture, mais alors on enferme la personne dans la culture, au lieu, et donc on prétend agir sur les comportements individuels, au lieu d'agir sur les environnements sociaux. Alors c'est préoccupant parce que, d'abord, je pense que c'est le sociologue qui vous parle, ce qui est intéressant pour le sociologue, c'est comment ces comportements à risque sont socialement déterminés. Qui nous intéresse. Évidemment, ils ne se répartissent pas au hasard. Mais en plus, ce qui me semble inquiétant là-dedans, c'est que non seulement ça conduit à faire des politiques de santé publique assez inefficaces, mais en plus, si vous voulez, ça a tendance à être récupéré, vous l'avez forcément entendu, par exemple, pour les assureurs, qui vont dire, écoutez, vous fumez, vous buvez, faites ce que vous voulez, vous savez que ça va avoir des effets sur votre santé, il n'est pas normal que la collectivité paye pour les soins que vous allez recevoir pour soigner les pathologies qui résulte du fait que vous avez pris consciemment des risques. Autrement dit, paradoxalement, la santé publique telle qu'elle est interprétée aujourd'hui, si vous voulez, a tendance à donner des arguments à ceux qui sont pour la privatisation rampante des soins. D'accord? Donc, c'est un vrai problème, ça. C'est-à-dire qu'il faut en revenir à une santé publique qui veut agir sur les environnements, et non pas qui prétend se focaliser sur les seuls... bon, j'avais un tableau, mais ça, c'est désespéré. Voilà, bon, bref. Les inégalités d'accès aux soins. Enfin, cela dit, je pourrais laisser le PowerPoint si vous voulez, mais bon, voilà. Alors, il y a aussi la question sur les inégalités d'accès aux soins. Alors là aussi, je n'aurai pas le temps de tout développer, mais il faut entendre que dès que vous faites passer des dépenses de l'assurance maladie obligatoire vers les assurances maladie complémentaires, malgré tout le blabla sur la régulation, ça se traduira inévitablement par une augmentation des inégalités d'accès aux soins. Ça ne souffre pas non plus la contestation. Déjà, il y a déjà des inégalités entre ceux qui ont une couverture complémentaire et ceux qui n'en ont pas. Je rappelle qu'en France, il y a encore 8% de la population qui n'a pas de couverture complémentaire. D'accord? Bon. Mais en plus, au sein de ceux qui ont une mutuelle, ou des assurances, ce n'est pas que des mutuelles, les contrats varient, la qualité des contrats varie énormément. C'est-à-dire qu'entre le salarié d'une grande entreprise, type Saint-Gobain, qui offre à ses cadres une couverture complémentaire haut de gamme, paradoxalement, ou scandaleusement, financée sur fonds publics, c'est-à-dire avec des exonérations fiscales. D'accord? Parce que pourquoi aller le mettre dans l'assurance maladie obligatoire? Pourquoi pas? Bon, voilà. Oui? 5 minutes, oui, d'accord. J'ai cru que tu avais une question. Bon. D'accord, bon. Et donc, d'autres comme moi, qui avons une complémentaire, une mutuelle, à titre individuel, moyen de gamme, et je ne vous parle même pas des bas de gamme, bon, effectivement, c'est le monde de l'inégalité. Hein. Alors, c'est d'autant plus le monde de l'inégalité, je vous montre la courbe, ça, c'est profondément injuste. C'est la part des ressources consacrées à l'achat d'une couverture complémentaire, ce qu'on appelle le taux d'effort, selon le revenu. Et vous apercevez d'un truc tout bête, c'est que plus vous êtes modeste, plus ça pèse dans votre budget. Donc, en fait, c'est un mode de financement dégressif. C'est-à-dire que c'est d'autant, et c'est pour ça, évidemment, vous avez là l'un des succès, des ressorts du succès du thème de la privatisation de la Sécu. C'est-à-dire que les classes favorisées ont évidemment tout intérêt à se désolidariser des plus modestes et des plus malades, hein, dans la mesure où, effectivement, elles paieront moins pour recevoir plus, tandis que les autres paieront plus pour recevoir moins. D'accord? Donc, vous avez là un enjeu qui est quand même majeur. Alors,